Bonjour à toutes et à tous, dans la salle et à distance. Merci beaucoup à l'Institut Pitor d'accueillir cette rencontre. Donc, moi, je m'appelle Fabrice Gzil, je suis professeur des universités à Paris-Saclay en éthique et en bioéthique. Et je co-dirige avec Virginie Ponel et Nicolas Castoldi l'Espace éthique Île-de-France. Nous nous situons aujourd'hui, ce matin, dans le cadre d'une rencontre de bioéthique, dans le cadre des États généraux de la bioéthique. Vous savez que le législateur français a prévu que les lois de bioéthique seraient révisées régulièrement et qu'en amont des révisions de cette loi seraient organisées dans toute la France des États généraux de façon à ce que sur l'ensemble des questions abordées dans les lois de bioéthique, les citoyens puissent participer. Donc ces États généraux, ils ont lieu sous l'égide du CCNE, Comité consultatif national d'éthique. Ils sont organisés par les espaces éthiques régionaux et donc en Île-de-France, c'est l'espace éthique Île-de-France qui l'organise. Nous sommes une équipe de 10 personnes. Nous sommes basés à l'hôpital Saint-Louis. L'espace éthique, pour ceux qui ne nous connaissent pas, venez nous rencontrer dans le cadre historique de l'hôpital Saint-Louis, qui est à la fois l'espace éthique, un lieu de débat, de réflexion, de recherche et de formation sur l'ensemble des questions d'éthique dans le champ de la santé, de l'autonomie et des solidarités. La rencontre d'aujourd'hui, elle s'inscrit donc dans le cadre de ces États généraux et plus spécifiquement dans un des 4 thèmes qu'on a choisi d'aborder, qui sont les dons et les transplantations d'organes, et plus particulièrement aujourd'hui sur les xénogreffes d'organes venant d'animaux génétiquement modifiés. On est heureux d'être accueillis ici à l'Institut Pitor, puisque le professeur Alexandre Loupy qui nous accueille est l'un des principaux protagonistes en France de ces travaux en lien avec les équipes américaines. La rencontre, elle va s'organiser en 2 temps. Dans un premier temps, on va avoir une série de présentations qui nous seront données successivement par Alexandre Loupy, donc directeur de l'équipe INSERM U970 et directeur de l'Institut Pitor, par Ivani Caillé, qui est fondatrice de l'association Renalou et membre du CCNE, par Florence Burga, qui est philosophe, directrice de recherche affectée à l'École normale supérieure, et Marie-France Manzer, professeure des universités et praticienne hospitalière en éthique et médecine légale à Paris-Cité. Et je conclurai cette série d'interventions. Au bout d'une heure environ, on en aura terminé de ce tour de table. On fera une courte pause d'une 15aine de minutes. Et la deuxième partie de la rencontre, elle prendra la forme d'un débat autour de questions que nous vous avons préparées pour essayer de scander la discussion et la réflexion et d'aborder l'ensemble des enjeux qui peuvent se poser. Vous pouvez déjà le faire tout de suite, mais on vous le réaffichera tout à l'heure. Pour participer à ce débat, utilisez le flashcode qu'on vous affiche. Alors, pour introduire la rencontre, je vais passer à la table. Je vais arrêter mon partage. J'y arrive. Voilà. Moi, je passe devant la caméra. Une des raisons pour laquelle on se trouve ici à parler de xénotransplantation, c'est qu'il s'est produit au début de l'année 2025 ce que dans Nature Medicine ils ont appelé un moment pivot, puisque la Food and Drug Administration américaine a autorisé pour la première fois des essais cliniques sur la xénotransplantation rénale. Auparavant, il y avait des xénotransplantations qui avaient été tentées, mais dans le contexte d'un usage dit compassionnel ou d'usage étendu. Donc cette fois, on est passé à un stade d'expérimentation et c'est passé ma diapo suivante. La dernière fois qu'on avait vraiment beaucoup parlé des xénogreffes, c'est il y a 25-30 ans. À l'époque, il y avait eu à la fois un avis du CCNE en 1999 et des réflexions et presque un arrêt. Les scientifiques avaient considéré que les conditions scientifiques de sécurité, notamment, n'étaient pas réunies pour poursuivre la xénotransplantation. Les progrès scientifiques qui sont intervenus ces 20-25 dernières années
notamment pour éviter les contaminations, mais aussi pour résoudre les problèmes d'immunité, de rejet, font que la xénogreffe redevient d'actualité. Il y a eu un rapport de l'Académie nationale de médecine il y a quelques mois sur le sujet, appelant de ses voeux un plan xénogreffe. Le Hastings Center aux États-Unis a travaillé sur les questions d'éthique, l'Agence de la biomédecine également. Et je voulais juste vous projeter sur cette dernière diapo d'introduction au début de l'année 2026, au moment où la revue Nature a essayé de décrire quels étaient les grands enjeux scientifiques de l'année 2026 dans le champ de la médecine. Elle en sélectionne 7 et le premier, vous voyez, est la question de la xénotransplantation. Donc on est face à un sujet d'actualité dont on va successivement, grâce à nos invités, voir les aspects médicaux, ce qu'on pense des patients, des personnes en situation d'insuffisance rénale, et ce qu'on peut en dire d'un point de vue philosophique et éthique. Je cède tout de suite la parole à Alexandre Loupy, en vous remerciant. Vous êtes à peu près une trentaine à distance. On est une trentaine dans la salle, je pense que vous nous voyez bien. Alexandre, à vous. Merci beaucoup de votre accueil. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci Fabrice pour l'introduction. C'est un honneur pour nous en fait de vous recevoir ici au sein de l'Institut de transplantation et de régénération d'organes. La symbolique est forte pour nous parce qu'on travaille finalement depuis plus de 15 ans autour de la transplantation rénale et d'essayer d'améliorer le soin, le diagnostic pour les patients et de prolonger la longévité des greffons. Et je dois bien dire, puisque tu parlais de rupture, que si on m'avait dit il y a 4 ans que je serais à une table ronde autour des enjeux éthiques de la xénogreffe, en devant parler d'un essai clinique qui a démarré aux États-Unis chez des patients vivants, j'aurais dit que c'était, ça m'aurait semblé totalement improbable, mais bon, on est là. Je salue aussi Marie-France, vous savez qu'on partage la même spécialité, nous sommes tous les deux néphrologues et on a travaillé à l'hôpital Necker, on travaille toujours, comme quoi la néphrologie peut vous amener vers des horizons différents. Et la transplantation. Donc voilà, je suis très content, Marie-France, aussi de te revoir, parce qu'on se voit pas très souvent. Et je vais juste commencer pour vous expliquer un petit peu comment on en est arrivé là et qu'est-ce qu'on fait concrètement autour de la xénogreffe, puisque tu mentionnais qu'on est une des rares équipes, voire la seule actuellement en France et en Europe, qui travaillons activement sur les thématiques, en termes de recherche sur les xénogreffes qui ont été faites aux États-Unis et même en Chine. Donc voilà, donc ici vous êtes dans un bâtiment de recherche, donc il n'y a pas de patients, mais on est adossé à l'hôpital européen Georges Pompidou. Et mon équipe de recherche regroupe différentes personnes de différents horizons, allant des mathématiques, la bioinformatique, l'IA, la biologie, l'immunologie et différents types d'approches autour de la transplantation d'organes. Et on a construit finalement depuis une dizaine d'années des plateformes diagnostiques de biomarqueurs non invasifs qui permettent de mieux suivre les patients greffés du rein, de réduire les gestes inutiles, les biopsies. Et finalement, depuis 15 ans, on a travaillé autour des approches qui permettent de décrypter la réponse allo-immune, c'est-à-dire tous les mécanismes de rejet, que l'on soit greffé du rein, du cœur, du foie, du poumon ou même des îlots pancréatiques, mais tous ces mécanismes qui contribuent à la détérioration, à la perte des greffons. Et ça, on l'a fait en allogreffe. Et au fil des années, on a réussi par ces approches qu'on appelle multidimensionnelles, multimodales, et vous verrez pourquoi j'introduis ça, parce que c'est exactement maintenant ce qu'on fait en xénogreffe. Eh bien, ces approches multidimensionnelles nous ont permis de définir de nouvelles stratégies thérapeutiques pour les patients. Ça nous a permis de décrypter les mécanismes du rejet, et donc ces données, cette recherche a permis concrètement de modifier la classification internationale du rejet, qu'on a réussi à craquer à peu près 7 fois ces 10 dernières années, avec des articles assez fondateurs sur de grandes collaborations nationales et également internationales. Donc on fait de la recherche très intégrée. Et ces collaborations internationales nous ont amené naturellement à travailler avec nos collègues américains, puisqu'aujourd'hui en science, on ne fait rien tout seul dans son laboratoire. On est dans un monde qui est assez connecté et on tire un peu le bénéfice de ces collaborations stratégiques. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en allogreffe. Et l'histoire finalement sur la xénogreffe débute finalement tout simplement
lorsque un jour je crois que c'était novembre, enfin 2022, on voit cette publication dans le New England Journal of Medicine de l'équipe de New York, NYU, qui annonce les 2 premières xénotransplantations faites sur des patients en état de mort encéphalique avec un greffon rénal issu d'un porc génétiquement modifié alpha-gal. Plus qu'un pavé dans la mare, je pense que toute la communauté médicale internationale, bien au-delà de la transplantation, a lu cet article avec grand intérêt. Ça a ouvert en fait un nouveau champ d'espoir, de possibilités, mais de nouveaux enjeux aussi, j'imagine qu'on va discuter et sur lesquels on va interagir. Eh bien, nous, ce qu'on a fait quand on a vu ça, on s'est dit, nous sommes des chercheurs et quand on voit effectivement cette nouvelle donne où on transplante finalement des reins de porc génétiquement modifiés à des humains, eh bien finalement, comme nous, on sait caractériser la réponse humain-humain, on a peut-être notre épingle à tirer dans le jeu de caractériser la réponse humain sur un organe de porc génétiquement modifié, en pensant que les finalement conclusions de cet article qui étaient extrêmement positives, effectivement des avancées considérables, nous ouvraient aussi la voie sur le fait de comprendre cette réaction xéno-immune, puisque on pensait qu'il était bien impossible de se dire qu'avec quelques modifications génétiques, on allait complètement masquer et tromper le système immunitaire finalement qui s'est constitué sur des millions d'années chez nous. Et donc on a repositionné nos plateformes et on a appelé nos collègues américains en disant voilà, nous on aimerait sur le plan de la recherche caractériser en fait ces réponses immunologiques de rejet en xénogreffe. Et c'est là que l'aventure a commencé et on a travaillé avec eux main dans la main à partir des échantillons biologiques des patients qui ont été transplantés. Donc il y a eu les 2 premières xénogreffes reins chez patients en état de mort encéphalique. Après il y a eu à New York une transplantation cardiaque chez un patient xéno en état de mort encéphalique. Et puis il y a eu les 2 premiers greffés du cœur, David Bennett et Monsieur Fawcett, qui ont reçu ils étaient vivants, les 2 greffons cardiaques qui ont duré à peu près 9 mois respectivement et 7 mois. Et puis après, il y a eu les transplantations, comme tu le disais, à titre compassionnel, faites chez les patients vivants, avec ces reins de porc, cette fois 10 modifications génétiques dans certains cas. Et donc, Tohana Looney, Lisa Pisano aussi, qui ont été transplantés à New York. Et puis, il y a eu Richard Sleman au Mass General Hospital à Boston, transplanté du rein. Et puis, récemment, on en reparlera, Tim Andrews, qui a été transplanté lui aussi d'un xénogreffon rénal qui a duré 272 jours, je crois, enfin à peu près 9 mois. Eh bien, cette collaboration nous a fait finalement utiliser nos plateformes et on a réussi à décrypter en fait les mécanismes du rejet xénomédié. On a publié ça dans le Lancet en 2023. Ça a vraiment ouvert la voie sur finalement des opportunités, mais aussi des limites et des barrières qui sont encore évidemment présentes dans la xénogreffe, puisque quand on regarde, malgré les succès entre guillemets et la disparition de certaines formes de rejet hyper aigus qui contribuaient dans les minutes, les heures ou quelques jours suivant les xénogreffes à la perte et à la destruction du greffon, maintenant on est passé de quelques jours à quelques semaines à 9 mois. Et donc nous ce qu'on étudie, c'est essayer de voir quels sont les mécanismes en jeu pour nous permettre de passer de 9 mois à 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus. Et c'est ça qui est caractéristique ici. Et donc là, vous êtes dans le cœur du réacteur de la recherche française sur des collaborations américaines en xénogreffe. Donc ça, c'est très important pour nous et c'est ces choses-là qu'on adresse ici. Donc ça fait évidemment du sens. Donc je répète, on travaille, nous, sur les approches de recherche ici. On a eu de grands succès sur cette caractérisation en greffe rénale et en greffe cardiaque. Et on continue à travailler avec les différentes équipes américaines et maintenant aussi chinoises. Vous savez qu'en Chine, il y a eu des xénogreffes qui ont été faites. Et on essaye, nous, de tendre la main ou de créer des barrières et des ponts sur le côté scientifique pour faire en sorte que la communauté de la xénogreffe arrive à travailler ensemble. Et là, on est en passe de constituer la première classification du rejet xénomédié international qui va être très importante puisqu'elle va permettre d'harmoniser, de standardiser les pratiques, puisqu'aujourd'hui, c'est des patients différents,
transplantés avec des cochons dont les modifications génétiques sont différentes, avec des protocoles d'immunosuppression différents, avec des outils pour caractériser ces rejets qui sont différents. Et donc la Société internationale de xénotransplantation pousse aujourd'hui pour avoir cette collaboration internationale pour faire avancer cette thématique-là et transformer la xénogreffe sur ses succès initiaux à plusieurs mois à peut-être plusieurs années. Donc voilà, en gros, ce qui est fait ici et la raison pour laquelle je suis ici avec il y a des membres de mon équipe également. On travaille voilà, d'arrache-pied tous les jours sur cette thématique fascinante qui ouvre, on en reparlera, des possibilités assez incroyables pour réparer l'être humain et pallier à la pénurie mondiale d'organes. Merci beaucoup. On peut peut-être prendre une ou deux questions si dans la salle il y a des questions sur ce sujet, des précisions sur les aspects médicaux notamment. Non? Est-ce qu'on a quelques éléments sur où en est l'essai clinique aux États-Unis? Combien de patients ont été inclus? On sait ça? Alors, il y a des informations qui sont publiques. Nous, on est tenus sur le sceau de la confidentialité, sur ce qui se passe dans les essais cliniques. Voilà, on ne peut pas communiquer sur ce qui n'a pas été diffusé largement. Donc, comme vous l'avez dit, l'essai clinique a officiellement débuté en novembre 2025. Il est prévu que différents centres puissent inclure des patients. Donc, c'est un essai en transplantation rénale actuellement. Et voilà, donc l'essai est en cours. Et pour l'instant, on ne peut pas communiquer sur les résultats. La seule chose que je peux vous dire quand même qui est intéressante, c'est que la collaboration très forte nous qu'on a avec le centre à New York et dans le Maryland, eh bien, nous permettent aujourd'hui d'aborder assez plus sereinement en fait dans cette fameuse encore une fois compréhension. On a déjà et ça a été publié, permis de modifier les aspects thérapeutiques pour prévenir ce rejet. On a des traitements immunosuppresseurs potentiellement plus efficaces que ceux qui avaient été utilisés au tout début. Donc on a quand même de grands progrès. L'essai clinique arrive à un moment crucial. Il n'est pas fait certainement avec le modèle de port définitif. Il n'est pas fait avec les stratégies immunosuppressives définitives. Mais en tout cas, c'est une marche importante. Ok. Il nous est demandé dans le chat, est-ce qu'on sait des choses sur les essais qui sont menés en Chine aussi? Alors, on regarde les essais en Chine avec grand intérêt. Pour l'instant, la Chine a un mode de communication assez prototypique, c'est-à-dire qu'ils annoncent dans la presse au début, et après on voit les papiers scientifiques apparaître dans des revues comme celles que vous mentionnez, Nature Medicine, qui sont des revues à comité de lecture. Et je sais, pour en reviewer un certain nombre, que l'accent est vraiment mis sur les aspects justement éthiques, réglementaires, et essayer de voir si tout a été fait un peu dans les règles standards, ce qui a l'air d'être le cas. Donc pour l'instant, en Chine, ce qui est révélé, c'est ce qui est dans la littérature et dans la presse. Donc ils ont fait des transplantations rénales, patients en état de mort encéphalique. Ils ont fait 2 patients transplantés rénaux vivants qui, je crois, au moins une personne a perdu son greffon de rejet après quelques mois. Et vous savez qu'il y a des transplantations hépatiques xéno qui sont faites chez des patients en état de mort encéphalique comme un bridge. Et également, sur le plan cardiaque, il n'y en a pas eu, à ma connaissance, en Chine pour l'instant. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire juste 2 mots pour ceux qui découvrent le sujet, il y en a peut-être dans la salle, de ces organes d'origine porcine, comment on les produit, comment on les fabrique pour essayer de minimiser les rejets notamment? Oui, tout à fait. Alors, je peux d'autant plus vous parler de ce sujet que moi, ainsi que certains de mon équipe, nous sommes allés plusieurs fois visiter ces fermes, parce qu'on pense que c'est toujours bien d'aller sur place pour se faire notre propre idée. Donc effectivement, la technologie de rupture qui fait qu'on est là aujourd'hui, c'est CRISPR-Cas9, qui sont les ciseaux moléculaires, vous savez, qui permettent de faire de l'édition du génome et d'avoir pu inactiver certains gènes porcins et insérer certains transgènes humains. Donc on est passé d'un modèle à une modification génétique sur un des déterminants qui est un constituant exprimé à la surface de l'endothélium rénal, je ne vais pas être trop technique, qui s'appelle alpha-gal, et on est maintenant sur un modèle à 10 modifications génétiques, puis ils sont en train de rajouter certaines modifications génétiques. Donc, on humanise en fait les cochons par ces modifications génétiques. Tout cela est fait, vous imaginez bien, dans un contexte de réglementation et de traçabilité, notamment sur le risque de transmission de virus porcins à l'homme. Donc, ces fermes sont vraiment extrêmement scrutées. Les élevages sont
évalué constamment. Ce qu'on teste aussi, c'est la stabilité des mutations génétiques et sur les différentes lignées de porc, parce qu'il faut pouvoir montrer que les modifications génétiques qu'on a faites, puisque c'est du clonage, sont stables et reproductibles, parce qu'on veut que ces organes soient constants, notamment quand on lance un essai clinique. Le respect évidemment de l'animal, pour avoir visité les fermes et avoir visité les baraquements, etc., les endroits dans lesquels les porcs sont élevés et le personnel autour, je dois dire que j'ai été assez impressionné par, bon c'est les Américains, hein, mais leur professionnalisme et le fait que ils répondent à toutes les exigences réglementaires de la FDA qui sont très très dures, et pour ce qui est important. Il y a deux choses sur ce plan-là. Il y a la nécessité en fait d'avoir cette traçabilité et ce contrôle très strict bactériologique et virologique dans les fermes, ce qui est nécessaire en fait pour avoir la sécurité sanitaire après sur la chaîne de valeur une fois qu'on transplante ces organes, mais ça ne doit pas être antinomique avec le bien-être animal. C'est-à-dire que si on favorise que ça et pas le bien-être animal, ou bien qu'on favorise le bien-être animal aux dépens de la sécurité, eh bien ça ne pourra pas se faire dans de bonnes conditions. Donc les textes réglementaires aux États-Unis, la façon dont ces fermes qui élèvent ces porcs génétiquement modifiés opèrent, c'est que vraiment sur ces deux piliers-là, ils mettent les standards très haut. Il n'y en a pas un qui prime sur l'autre, c'est les deux qui sont mis au plus haut niveau. Deux dernières questions, notamment dans le chat. Pourquoi est-ce qu'on a... Attendez, madame, demandez la parole peut-être. Et juste, pourquoi est-ce qu'on a choisi des porcs plutôt que des primates non humains? Très bonne question. Alors, le porc a plusieurs avantages. D'abord, il est effectivement, alors c'est vrai pour le primate non humain, mais il est très proche anatomiquement de l'homme déjà. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il s'élève beaucoup plus facilement. Troisième point, il est plus accessible aux technologies d'édition du génome, et notamment CRISPR-Cas9 fonctionne très bien chez le porc. Quatrièmement, le porc a aussi été choisi parce qu'il est déjà utilisé en médecine dans deux choses. Un, les valves porcines dont vous avez entendu parler, et puis les produits dérivés de l'héparine, comme l'enoxaparine, qui sont produits à partir de muqueuses intestinales porcine. Et le dernier point qui est mis en avant, qui est discutable, c'est que le porc, on le consomme quand même. A priori, on ne consomme pas du primate non humain dans nos assiettes. Et ça fait partie, si vous voulez, de l'ensemble des raisons qui en ont fait l'espèce de choix pour les xénotransplantations. Et donc la dernière question qui était posée dans le chat concernait le futur. Est-ce qu'on se projette dans un futur où la xénogreffe a vocation à remplacer l'allogreffe, ou est-ce qu'on se situe plutôt, vous avez prononcé le terme de bridge, on a vu qu'il y a un patient qui a bénéficié d'une xénogreffe, qui est retourné en dialyse, puis qui a bénéficié d'une allogreffe. Est-ce que ce serait dans l'attente d'autre chose, ou est-ce que ça a vocation dans votre esprit et dans ceux des chercheurs impliqués dans ces recherches de se substituer à l'allogreffe rénale? Alors, question majeure, donc je vais être catégorique. L'allogreffe et la xénogreffe ne sont pas mutuellement des approches, enfin, qui ne sont pas des approches mutuellement exclusives. La façon dont on envisage, et encore une fois, on est quand même en amont, malgré le fait qu'il y ait un essai clinique, la façon dont on envisage, c'est qu'elle puisse en fait bénéficier à des patients selon des usages et leur contexte personnel. Si je prends l'exemple de Tim Andrews, qui est le dernier patient xénogreffé à l'hôpital Mass General Hospital à Boston, eh bien Tim Andrews en fait avait d'énormes problèmes en dialyse, de mauvaise tolérance. Deuxièmement, on savait dans les modèles de simulation mathématique que ses chances d'avoir un greffon compatible étaient très minces et que à l'échelle de quelques mois, eh bien, il allait possiblement. Alors c'est lui qui parle, parce que je l'ai rencontré et il disait que c'était pas une vie pour lui. Il envisageait des solutions assez drastiques. Il a été xénogreffé. Et pendant les 9 mois de xénogreffe, d'abord, il a vécu une vie sympathique. Il a pu retourner au baseball, s'alimenter, boire. Et vous avez peut-être vu dans la presse que quelques mois après que cette xénogreffe soit perdue, il a pu être allogreffé, puisqu'on l'a mis sur un système de priorisation nationale et qu'on lui a trouvé, ça c'est la chance, un greffon relativement compatible. Donc ça, c'est le fameux bridge. On l'a fait en rein.
on peut en reparler sur les autres organes, en foie et en cœur notamment, mais la façon dont on envisage le parcours de soins, il peut être finalement de plusieurs types, c'est-à-dire on peut faire une allogreffe puis aller sur la xéno, ou avoir une xénogreffe en attente d'une allogreffe. En tout cas, actuellement, les durées de vie des xénogreffes n'est pas compatible avec une approche, je dirais, médicale qui nous ferait dire qu'on va garder ça des années. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Il faut que la recherche avance. Et je dirais, pour terminer, je suis un fanat de l'histoire de la médecine. Si vous repartez dans les textes de notre maître Jean Burger sur les débuts de l'allogreffe, en 1952, 24 décembre, il transplantait le premier patient, Marius Renard, avec le rein de sa maman, qu'il a perdu au bout de 14 jours. Eh bien, finalement, les premières allotransplantations n'ont pas été considérées comme des grands succès, mais pas à pas, il y a eu des pierres à l'édifice qui ont permis de passer de quelques jours à quelques semaines, à quelques mois, à quelques années, et maintenant des médianes de survie qui sont aux alentours de 12 à 15 ans. Donc si on se superpose à l'histoire de l'allogreffe et qu'on se met sur cette échelle et qu'on pense qu'on a aujourd'hui le bon vecteur technologique pour agir quand même sur l'édition du génome et les bons immunosuppresseurs, et on pourrait penser qu'on ne va pas s'arrêter à des survies de 9 mois ou 12 mois, on va aller beaucoup plus loin, je ne sais pas jusqu'à où, mais ça nous fera réviser un petit peu notre approche. Par rapport à la situation de la fin des années 90, le risque de transmission à l'homme et de zoonose, il a été minimisé comment ? Alors, d'abord, ce risque, il a été, et on peut dire qu'il a mis un coup d'arrêt, en fait, à la xénotransplantation en Europe dans les années 90. Il y a eu un moratoire. Peu de choses ont changé depuis. Puis on était en pleine crise. Il y a eu du sang contaminé, il y a eu la vache folle là-dessus. Donc, le contrôle du risque de transmission zoonotique est absolument majeur. Et vous imaginez bien qu'aux États-Unis, avant qu'ils s'autorisent de faire ça, il a fallu montrer patte blanche, en tout cas que ce soit non seulement dans les fermes, mais tout ne se termine pas quand on livre, entre guillemets, l'organe issu du cochon, c'est toute la traçabilité. Une fois que les patients sont transplantés, pour avoir eu accès à ces différents protocoles, je peux vous dire que le personnel médical, paramédical, la famille et le patient lui-même, évidemment, est monitoré de façon extrêmement scrupuleuse sur toutes ces infections-là, avec des systèmes de contrôle en cas de transmission. Donc, à ce jour, il n'y a pas eu, il y a eu un doute sur un cas, mais il n'y a pas eu d'infection documentée sur toutes les xénogreffes qui ont été rapportées, que ce soit aux États-Unis ou en Chine. Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, les constructions ou le fond génétique porcin, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais sur notamment ce qu'on appelle les PERV, les rétrovirus porcins, eh bien, font que le risque de recombinaison en fait, porc-humain est minimisé par le fond génétique en fait, du cochon. Troisièmement, il y a une société, je crois que c'est une de vos questions, qui s'appelle eGenesis, qui en fait produit un porc actuellement à 60 modifications génétiques où nativement ils inactivent en fait l'expression de ces virus dans le génome du porc. En mettant en avant l'argument de dire que voilà, si on inactive l'expression de ces rétrovirus porcins, eh bien, le risque de transmission sera minimal. Donc, grande vigilance, on a avancé dans les outils de monitoring, on a avancé dans la traçabilité et l'édition du génome porcin nous permet aujourd'hui d'être un peu plus serein que dans les années 90 sur ce risque de transmission virale. Merci beaucoup. Merci. Ça répond à votre question, madame ? Allez-y. Non, je voulais savoir si les fermes avec ces porcs génétiquement modifiés, il y en avait qu'aux États-Unis ou est-ce qu'on y en a aussi en France ou ailleurs ? Alors, excellente question. Donc, les deux fermes, je dirais, un peu flagship aux États-Unis, c'est United Therapeutics et sa filiale qui s'appelle Revivicor. Donc, ça, c'est utilisé dans à peu près toutes les xénogreffes, la majorité faites à New York et au Maryland, donc rein et cœur. La deuxième société, c'est eGenesis, qui est une société qui a une approche un peu différente, qui elle va beaucoup plus loin sur le monde de modification génétique, qui n'a pas encore commencé, elle, l'essai clinique, mais qui travaille vraiment main dans la main, notamment avec l'équipe du Mass General Hospital à Boston. Il y a une troisième société, c'est une information publique, qui s'appelle Corionex aux États-Unis, qui a, elle, un modèle de triple knockout, donc qui se rapprocherait en fait des premiers modèles utilisés par la société Revivicor. Donc ça, c'est aux États-Unis. En Chine, il y a une société qui s'appelle Clonorgan, qui a un modèle qui est à peu près copié sur celui des États-Unis, mais qui a 6 modifications génétiques avec le triple knockout sur les GAL et également l'insertion de certains transgènes humains qui permettent de réguler la réponse immune. Donc ça, c'est ce que je sais aux États-Unis et en Chine.
Et en Europe, il y a une ferme, je dirais un peu iconique, c'est-à-dire l'équipe de Munich, qui travaille finalement, qui n'a jamais, elle, arrêté de travailler sur la xénogreffe, et qui aujourd'hui a un modèle porcin, à, je crois, également à peu près 5 ou 6 modifications génétiques. Et pour l'instant, ce modèle n'a pas été testé chez l'homme, puisque voilà, c'est pas possible pour l'instant. Et ce modèle, pour l'instant, est en cours de validation, notamment par l'Agence européenne du médicament, parce que lorsque vous créez un modèle de cochon génétiquement modifié, eh bien, vous devez montrer des succès chez le primate non humain avec des survies prolongées de plusieurs mois. Ce que pour l'instant, cette ferme allemande n'a pas réussi à établir. Cela dit, ils ont quand même un modèle de cochon qui est élevé dans un environnement qui est qu'on appelle germ-free, voilà, d'une facilité qui existe, et ils maîtrisent les techniques de clonage, et ils ont ce porc qui est disponible. Et pour terminer, sur la France, il y a une ferme à Nantes, en fait, qui pousse pour créer un porc français. Là, j'ai moins d'éléments tangibles pour vous dire où est-ce qu'ils en sont exactement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un retard industriel, technologique et opérationnel abyssal en France là-dessus. Donc tout est maintenant question de savoir si on va utiliser l'existant et le valider comme une commodité, au moins dans un premier temps, parce qu'on ne va pas attendre le porc français pendant 10 ans, ou on va utiliser d'autres sources d'organes qui seront produites. En tout cas, voilà actuellement le paysage des fermes. Je ne doute pas qu'en Chine, on va passer d'une ferme à 3-4, et aux États-Unis, les 2 boîtes dont je vous ai parlé, United Therapeutics, il faut quand même avoir en tête que c'est une boîte qui est listée au Nasdaq et qui actuellement a un cours de valorisation boursière à 26 milliards de dollars. Ils ont énormément de brevets, des centaines de brevets. Donc on a l'impression, voilà, que cette course-là, elle est déjà un peu gagnée par d'autres pays, mais c'est pas une raison en France pour ne rien faire. Je pense qu'on peut avoir des idées et on peut en tout cas utiliser ce qui a été déjà fait et nous développer en France et en Europe nos plateformes diagnostiques, notre savoir-faire. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre, pour tous ces éléments à la fois très précis, techniques, et puis je trouve très pédagogiques. On a l'impression de rentrer progressivement dans le raisonnement scientifique qui est sous-jacent à ces recherches. Dans toutes les rencontres de bioéthique qu'on a organisées, on a souhaité à l'espace éthique que les personnes directement concernées soient associées, et même le point de départ de notre réflexion. Yvan Ikaye, à l'association Renalo, vous avez conduit une enquête, une étude auprès de personnes en situation d'insuffisance rénale, puisque la question de savoir comment des patients se projetteraient dans le fait de recevoir éventuellement un jour une greffe d'origine xénotransplantation se pose, et donc vous avez des éléments à nous donner sur cet aspect. Merci beaucoup, merci beaucoup de l'invitation. Donc en effet, je vais vous parler d'une démarche qu'a réalisée l'association Renalou ces derniers mois. S'intéressant de près à la xénogreffe, on a décidé de rechercher la parole des personnes directement concernées avec une méthodologie qu'on connaît bien. Chez Renalou, depuis des années, on essaie de réaliser de la recherche centrée sur les patients, de recueillir l'expérience des patients. Et donc, sous l'égide de notre vice-président Christian Baudelot, qui est professeur émérite de sociologie à l'ENS, on fait des démarches. Et là, il s'agit d'une démarche qualitative autour de 2 focus group. Donc, je vais vous donner quelques éléments de méthodologie, de focus group qui ont réuni en tout 14 personnes. Il y a eu 6 et 8 personnes concernées par la maladie rénale, âgées entre 34 et 66 ans, toutes soit greffées, soit en attente de greffe. C'est important, confrontées directement à la réalité de cette expérience, issue de différents territoires en France, avec des parcours rénaux extrêmement divers. Certains avaient des greffes anciennes, d'autres beaucoup plus récentes, d'autres avaient des expériences de dialyse parfois très prolongées en attente de greffe. Certains étaient en situation d'hyperimmunisation, donc une situation qui rend difficile l'accès à un greffon. Et puis d'autres étaient en insuffisance rénale avancée, n'avaient pas encore connu la dialyse et étaient là aussi en attente de greffe.
L'ensemble des participants avait un niveau d'études supérieur au niveau bac, ce qui est assez caractéristique hein, quand dans une association de patients, on recrute des patients, il y a toujours un biais social assez fort et on se retrouve avec des personnes plutôt socialement favorisées et plutôt diplômées. Donc 100% niveau bac ou plus et 6 sur 14 avaient un niveau supérieur à bac plus 2 avec des profils professionnels très variés. Alors, ce qui frappe hein, immédiatement sur les résultats de ces focus groups, c'est que les patients ne parlent pas de xénogreffe avec un point de vue abstrait, ils en parlent depuis leur propre expérience de la maladie rénale, et en particulier depuis l'attente de greffe, et surtout depuis la dialyse. Alors pratiquement tous hein, avaient connu la dialyse ou étaient en dialyse, et c'est vraiment le premier enseignement majeur pour ces patients. La principale question posée par la xénogreffe, c'est: est-ce que ça peut me sortir de la dialyse? Est-ce que ça peut réduire l'attente? Est-ce que ça peut éviter la dégradation de mon état? Et donc, dans leurs mots, la dialyse, c'est pas juste une possibilité thérapeutique qui les maintient en vie, hein, c'est une contrainte absolument terrible, un enfermement, une grande perte de liberté, parfois une aliénation, et les mots sont très forts dans ces focus group. C'est en tout cas un traitement qui pèse très lourd sur la vie quotidienne, sur la possibilité de travailler, sur la possibilité de se déplacer, sur la possibilité de faire des projets. C'est aussi un traitement, et ils en ont une conscience assez aiguë, qui va abîmer leur corps et entraîner une dégradation assez accélérée de leur état et une espérance de vie très réduite, en tout cas très réduite parce qu'ils pourraient espérer s'ils étaient greffés. Voilà, donc je voulais revenir sur ces éléments parce que ça influe vraiment extrêmement fort sur la perception et la manière d'aborder les questions autour de la xénogreffe. Donc pour eux, elle n'apparaît pas vraiment comme une transgression spectaculaire, elle apparaît plutôt comme une possible option supplémentaire face à une situation qui reste extrêmement difficile. Le deuxième enseignement, c'est que leur position n'est ni une adhésion naïve, ni un rejet de principe, c'est une position pragmatique. Ils disent, oui, la xénogreffe peut représenter un espoir. Oui, elle pourrait réduire la pénurie, voire supprimer la pénurie. Oui, elle pourrait raccourcir les délais d'attente, permettre d'éviter ou de réduire le passage par la dialyse. Oui, elle pourrait peut-être même un jour donner des résultats supérieurs à ceux de la greffe humaine. Oui, elle pourrait contribuer à sauver nos vies. Mais ils ajoutent immédiatement, à condition que la technologie soit suffisamment mûre, à condition que l'information soit donnée de manière honnête et complète, à condition de ne pas créer d'illusions, à condition aussi de ne pas relâcher les efforts sur la greffe humaine. Ça, c'est vraiment un point qui ressort de manière très importante, un point essentiel. Les patients ne demandent pas qu'on choisisse entre greffe humaine et xénogreffe, hein, ils demandent qu'on ne renonce ni à l'une ni à l'autre. Et ils disent très clairement, il faut continuer à améliorer le don d'organes, le don du vivant, l'accès à la liste d'attente, l'organisation des prélèvements. Mais il ne faut pas laisser passer une innovation qui pourrait, peut-être, transformer la donne et supprimer la pénurie. Troisième enseignement, les patients ne sont pas du tout indifférents aux enjeux éthiques, bien au contraire. Ils évoquent de façon très spontanée les questions de l'éthique et du bien-être animal. Puisqu'on peut vivre avec un seul rein, plusieurs disent qu'ils souhaiteraient adopter leur donneur animal après le prélèvement pour lui offrir une vie heureuse dans un refuge. Enfin, ils imaginent déjà des solutions par rapport à ce donneur porcin. Ils s'interrogent aussi très fortement sur l'industrialisation. Ils parlent du risque de démobilisation du don d'organes si la communication était maladroite. Ils évoquent les inégalités d'accès possibles entre les pays. On voit qu'en France, il ne se passe pas grand-chose. Aux États-Unis, en Chine, les choses avancent. Voire même entre centres de greffe, si demain ces possibilités devenaient une réalité en France. Ils s'interrogent sur la question des coûts par rapport à la dialyse notamment, des financements, de la prise en charge, des enjeux de souveraineté. Ils demandent une information évidemment fiable, un consentement réel, libre et éclairé, un accompagnement psychologique adapté. Autrement dit, la question, c'est pas seulement est-ce qu'on peut le faire, c'est aussi dans quelles conditions allons-nous le faire. Et un dernier point paraît très important, ces deux focus group montrent que la parole des patients apporte quelque chose qui est absolument irremplaçable dans ce débat. Pendant longtemps, les discussions sur la xénogreffe sont restées
très théoriques ont surtout impliqué les chercheurs, les industriels, les institutions, les défenseurs de la cause animale. Et la voix des patients est souvent restée peu audible, voire peu recherchée. Or, les patients rappellent une chose très simple, la situation actuelle n'est pas neutre, elle est même dramatique. C'est en attente d'un rein qu'on meurt le plus faute de greffe en France. Il y a à peu près 700 patients tous les ans qui meurent en attente de greffe de rein, faute de ne pas avoir été greffés. La pénurie a des conséquences qui sont dramatiques. L'attente pour les malades a des conséquences dramatiques. La dialyse a des conséquences qui sont extrêmement lourdes. Donc l'éthique ne peut pas se contenter d'interroger l'innovation. Elle doit aussi interroger la détresse et les souffrances à laquelle pourrait répondre cette innovation. Les pertes de chance qui seraient liées à l'absence d'accès à l'innovation. Et donc pour Renalou, il y a une ligne assez claire qui se dégage. Oui, il faut bien sûr continuer à défendre très fort le développement de la greffe humaine et la lutte contre la pénurie, l'accès à la greffe. Il faut maintenir les efforts pour améliorer l'accès à la transplantation, mais il faut aussi avancer de façon volontariste autour des questions de recherche sur la xénogreffe, contribuer au débat et faire entendre la voix des patients, pas pour promouvoir une solution miracle, mais pour éviter deux grands écueils, celui d'oublier les patients dans un débat qui les concerne tout de même au premier chef. Puis le deuxième écueil, c'est quand même celui de l'immobilisme, qui serait la pire des solutions dans le contexte qu'on connaît. Donc, au fond, le message des patients, il est simple, ne remplaçons pas une attente par une promesse, voire une fausse promesse, mais n'écartons pas non plus la voie qui pourrait, demain, peut-être dès la fin de la décennie, commencer à éviter la dialyse ou à se substituer à la dialyse pour certains patients, à sauver des vies qui aujourd'hui ne sont pas sauvées, et peut-être demain à mettre un terme à la pénurie. La xénogreffe n'est plus seulement une perspective lointaine, elle pourrait émerger dès les prochaines années. Et c'est précisément la raison pour laquelle elle doit être anticipée, débattue, construite dès maintenant avec les patients, parce que pour eux, ce n'est pas un débat abstrait, c'est un espoir très concret, celui de ne plus considérer la pénurie et la dialyse comme des fatalités. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ivani. Je trouve qu'il y a des échos entre l'enquête que vous avez menée et puis les travaux qu'a réalisé le Hastings Center sur le sujet quand ils sont aussi allés interroger des patients en attente de greffe ou ayant été greffés sur cette question-là, où ils ont évoqué, je suis sensible, adopter le port d'honneur, cette question de la préoccupation du receveur potentiel qui se projette dans une forme de dette ou de reconnaissance par rapport à l'animal. Et dans le panel du Hastings Center, ils étaient sur des questions: comment il a vécu, quelle a été sa vie, est-ce qu'il avait un nom, etc. Et donc presque une relation qui se crée a posteriori, même de manière imaginaire avec cet animal. Est-ce que c'est comme ça que tu interprètes aussi cette question? On pourrait l'adopter, on se soucie de la façon dont il a été pris dont on a pris soin de lui dans la ferme, c'est ça? Ah bah, tout à fait, je pense que dans les échanges, c'était vraiment un des points qui arrivait en premier, cet animal, la manière dont il est élevé, dont il a vécu et dont il pourrait survivre à ce prélèvement d'organes. Alors je crois qu'en fait, en pratique, c'est pas tellement envisageable qu'il y survive, mais peut-être qu'Alexandre pourra le préciser. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui revenait assez fortement dans les préoccupations des patients, très clairement. Et donc pas de rejet, en tout cas parmi les 14 participants, pas d'opposition pour ces questions-là, mais un vrai souci. Alexandre, sur la question factuelle, est-ce que c'est des animaux qui, dans l'absolu, pourraient être réinsérés dans la nature compte tenu du fait qu'ils sont porteurs de mutations génétiques? Alors, si on leur prélève le cœur et le foie, ça va être un peu difficile. Mais par contre, non, mais la question peut se poser en cas de transplantation rénale. La réalité, c'est que les textes qui sont approuvés dans la réglementation FDA, en fait, terminent au moment du prélèvement, en fait, lorsque le cochon est anesthésié, prélevé, il est ensuite euthanasié. Voilà. Donc, mais c'est des choses qui peuvent être discutées, explorées. Je trouve ça très intéressant. Parce que j'avais jamais pensé à ça. Mais non, mais je trouve effectivement la discussion intéressante. Merci beaucoup, Ivani. C'est très précieux, effectivement, d'avoir ce regard et de rappeler dans quel contexte de vie aussi et la dialyse et la greffe peut être une réalité pour les patients eux-mêmes.
en vous écoutant dans le chat, il y a eu des questions. Peut-être c'est Alexandre qui pourra y répondre sur a-t-on une autre alternative qui consisterait à produire de manière synthétique des organes, le rein artificiel? Est-ce que c'est une alternative ou est-ce qu'on en est encore tellement loin que c'est pas d'actualité? Alors c'est une alternative, hein. La recherche autour ce qu'on appelle les organoïdes est assez dynamique et d'ailleurs largement financée en France. Je pense que c'est une piste de recherche très intéressante. Les résultats actuellement nous montrent qu'on est extrêmement loin d'avoir un organe complètement fonctionnel dans son ensemble qui puisse pallier à des besoins métaboliques d'un humain. Néanmoins, voilà, c'est une recherche qui existe, qui est poussée, voilà, faut toujours être prudent en fait en recherche en médecine. Les choses peuvent parfois arriver plus vite qu'on ne le croit, mais ça arrive beaucoup plus tard qu'on le pense. De ce que j'ai vu sur les organoïdes, on arrive à créer une unité fonctionnelle d'un rein, voilà, avec un néphron, mais il en faut énormément et que ce soit dans une structure qui soit pérenne, dans un organisme humain, on en est encore très loin. Ok. Ouais. Je vais essayer de vous présenter vraiment en quelques minutes une revue un peu synthétique de la littérature en bioéthique sur ce sujet, en vous montrant que, bien entendu, il n'y a pas qu'en Europe et en France qu'il y a un questionnement éthique sur ces matières et que, notamment aux États-Unis, il y a eu beaucoup de questionnements là-dessus. Avec l'idée, je vais m'arrêter sur 6 points de vigilance en particulier, avec l'idée qu'en tout cas dans la littérature, c'est pas du tout présenté, aucun de ces 6 points est présenté comme un obstacle rédhibitoire, mais comme des points de vigilance à avoir dans le domaine. Donc le premier point, il consiste à savoir comment agir dans l'intérêt des patients et tant Alexandre Kivani l'ont rappelé, la xénogreffe, la xénotransplantation, elle a des bénéfices potentiels considérables pour sauver des vies, pour réduire le temps d'attente en liste, pour soulager de soins lourds, pour améliorer la qualité de vie, pour bénéficier d'un organe en bon état au bon moment. Et en même temps, même si on essaye de les minimiser, il y a des risques, comme souvent en médecine, des risques opératoires, des risques infectieux, et également des risques psychologiques, sociaux, et pour la vie privée, puisqu'aux États-Unis, on anticipe que les personnes qui bénéficieraient de la xénogreffe feraient l'objet d'une attention médiatique très intense, au moins pendant quelques temps, le temps de la nouveauté. Et donc on résout généralement cette question en éthique en faisant intervenir le consentement, en disant que finalement toute recherche et toute intervention médicale comporte des risques, c'est au patient de décider de manière éclairée après avoir été loyalement informé. Toute la question ici est qu'au stade où l'on en est, l'information sur les risques est complexe puisqu'on est précisément en train d'essayer de vérifier le caractère sûr et efficace de la méthode. Deuxième question, ça a été évoqué aussi rapidement, évoqué dans la littérature, ça concerne la protection non plus des patients eux-mêmes, mais des tiers et de la population, avec la question d'une transmission d'infections porcines aux personnes qui sont au contact des receveurs. Donc on trouve dans la littérature plutôt ancienne des questions sur comment on protège les personnels de santé qui manipulent les greffons et qui côtoient les patients greffés. S'agissant de l'entourage des patients, quelle information il faut leur donner, des patients qui auraient reçu une xénogreffe, quelle information leur donner, est-ce qu'il faut exiger d'eux qu'ils se soumettent à une biosurveillance, est-ce qu'il faut refuser l'inclusion dans l'essai des patients dont les proches refusent cette biosurveillance. Et puis le risque de zoonose a été évoqué plusieurs fois dans la littérature, beaucoup à la fin des années 90, mais récemment aussi, la question de savoir si, même si on les minimise par des modifications génétiques, par des conditions d'élevage, par de la biosurveillance, quel degré de risque la société est prête à accepter pour sauver la vie d'un nombre limité de patients. Et donc la question ici s'est posée de savoir si, même si on est dans le cas d'un essai thérapeutique où normalement le consentement est révocable à tout moment et on devrait pouvoir sortir de l'essai, il ne fallait pas imposer aux patients qui entraient dans ces essais d'avoir un suivi à long terme de leur santé et donc de les forcer, une forme de contrat d'Ulysse, pour les forcer dans le temps à se prêter à cette biosurveillance. Troisième question, elle a été évoquée aussi, c'est la question de l'éthique et du bien-être animal. Il y a eu des débats sur la question
du caractère légitime ou illégitime d'utiliser des animaux pour sauver des vies humaines. Chaque jour, près de 4 millions de porcs sont abattus dans le monde pour leur viande. Ce sont des animaux qui suscitent moins de réserve morale que les primates. Et donc Tom Regan, qui est un des grands philosophes spécialistes des droits des animaux, notamment de la considération de la vie animale, au moment où il y avait eu Baby Faye, la première greffe cardiaque, si je me souviens bien, sur un nouveau-né, il s'était ému, parce que c'était un cœur qui provenait d'un primate, et il s'était ému de cette vie animale individuelle, de ce singe qu'il appelait par son nom, un goobers, et donc dont la vie avait été interrompue pour la greffe. On a l'impression que même chez des auteurs comme Peter Singer, qui sont aussi des partisans de la pensée des animaux, des droits des animaux, de la vie des animaux, on a l'impression que la réserve morale qu'ils ont vis-à-vis de l'utilisation de porcs est moindre que vis-à-vis de l'utilisation de primates. Et Peter Singer mettait une condition, la principale condition qu'il mettait à l'usage de cochons dans ses usages médicaux, c'était qu'ils soient élevés dans des conditions qui répondent à leurs besoins physiques, mais aussi à leurs besoins psychologiques et sociaux, donc pas dans une ferme industrielle, disait Singer. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une nuance chez ces penseurs entre l'usage des différentes espèces. La limite de la comparaison, dans le chat, il y a une question, est-ce qu'on est aligné avec les règles d'usage des animaux en recherche, en expérimentation, et notamment réduire, raffiner, etc. Là, un certain nombre d'auteurs disent que la limite de la comparaison est vite atteinte, puisque les conditions de vie des animaux génétiquement modifiés en vue d'une greffe dans une ferme pharmaceutique sont très différentes et probablement plus dégradées que celles dans des élevages biologiques en vue de la recherche médicale, par exemple, et que pour prévenir les maladies infectieuses, pour prévenir la transmission d'un certain nombre d'agents pathogènes, les conditions d'hébergement offrent des conditions de vie sur le plan éthologique et des procédures reproductives invasives qui ont un impact considérable sur la vie des animaux. Le quatrième point, je vais m'y arrêter, mais il est abordé dans la littérature, il est plus philosophique, il concerne notre rapport au vivant, notre rapport aux espèces vivantes, et pas seulement la question du bien-être animal. La première chose, c'était présent dans l'avis du CCNE de 1999, la crainte d'un brouillage de la barrière interespèce, d'une humanisation de l'animal et à l'inverse d'une animalisation de l'humain. Florence, vous aviez montré, je trouve, de manière très convaincante que cette idée d'une bestialisation de l'humain, elle repose sur une conception très pauvre de l'humanité, où on en fait un phénomène d'altérité, et que ce n'était pas une piste de réflexion très intéressante, et vous aviez plutôt développé la question de la chosification. Sid Johnson, aux États-Unis, elle insiste aussi sur le fait qu'on crée d'une certaine façon une nouvelle espèce animale, ou une nouvelle race animale, pour servir, dit-elle, de réservoir d'organes aux humains. Et elle se pose la question de savoir si, ce faisant, on n'est pas en train de perdre le sens de la valeur de la vie, d'une part, du vivant, et de la valeur de la vie humaine dans sa finitude. Sous-entendu, il y a un certain nombre de pathologies vis-à-vis desquelles on n'arrivera peut-être pas à apporter une réponse médicale, et il faut peut-être l'accepter. J'essaie de schématiser un peu son raisonnement, mais c'est celui-là. Le cinquième débat, on a commencé à l'aborder aussi, c'est en se projetant dans la médecine de demain, et quel peut être l'impact de cette prouesse technique pour la médecine de demain. Un certain nombre d'auteurs, comme George Bayliss, se sont posé la question de savoir si ça ne va pas occasionner des coûts qui ne pourront pas être investis pour des soins de santé beaucoup plus élémentaires auxquels une large population n'a pas accès. On s'est aussi posé la question de savoir si il n'y aurait pas intérêt à investir davantage de ressources pour la prévention, pour le dépistage précoce du diabète et de l'hypertension notamment, pour réduire le besoin de greffons en parallèle de cette recherche. A été souligné aussi, notamment par Élise Dessonnier,
que le développement de la xénotransplantation ne doit pas démobiliser, vous l'avez évoqué aussi à l'instant, ni démotiver la solidarité interhumaine. Et donc, elle propose, plutôt que de développer la xénogreffe, d'encourager le donneur vivant, et elle notamment d'encourager le don vivant altruiste, le don vivant où vous ne donnez pas un proche, mais vous donnez à la collectivité. Et donc, on a aussi des questionnements récents, notamment de Christopher Bobier dans le Journal of Medical Ethics, sur est-ce que ça va vraiment remédier à la pénurie d'organes? Est-ce que ça ne risque pas au contraire de l'aggraver? Parce que si on se dit qu'on a des organes à disposition en grand nombre, est-ce que ça ne va pas décourager les donneurs vivants ou le don issu de donneurs décédés? Enfin, comme aux États-Unis, il y a cet essai clinique en cours. Il y a une réflexion de 4 ans en parallèle, main dans la main, entre des médecins, des chercheurs et des éthiciens sur le cadre dans lequel les essais cliniques pouvaient être menés. Ils se sont posés d'abord des questions sur les critères d'inclusion et d'exclusion, qui devraient être éligibles pour faciliter l'obtention de données solides sur la sécurité et l'efficacité. Est-ce qu'on inclut seulement dans l'essai les patients qui sont déjà inscrits en liste, donc qui seraient éligibles à une allogreffe, par exemple. Deuxièmement, et ça a été évoqué par Ivani, la question de l'information à donner aux patients. Le Hastings Center a produit un certain nombre de documents pour essayer d'aider les patients en dialyse ou en attente de greffe à se représenter ce que seraient les deux parcours. La première option, ne pas participer à l'essai clinique en cours sur la xénotransplantation, avec ses conséquences possibles et les conséquences possibles de la participation. Vous voyez que dans le tableau qu'ils ont fait, on a l'impression que les possibles avantages dans la colonne de gauche et les possibles désavantages de la participation à l'essai thérapeutique, les désavantages sont beaucoup plus nombreux. En réalité, ils ont surtout essayé de creuser un certain nombre de questions et de donner ce que Ivani appelait cette information loyale pour leur permettre de se déterminer en conscience. Et enfin, ils se sont posé la question, ils se sont mis dans la peau d'une équipe médicale qui conduirait l'essai. Qu'est-ce que vous faites si un patient que vous avez greffé d'un rein d'origine animale génétiquement modifié ne veut plus, au bout de 2 ans, 3 ans, revenir et être suivi, faire l'objet d'une biosurveillance? Est-ce qu'on peut le forcer? Est-ce qu'on a des moyens juridiques de le forcer à revenir au nom de l'intérêt collectif? La réponse est plutôt négative. La réponse, c'est de dire qu'il y aura sur eux une obligation morale peut-être de se prêter à une biosurveillance, mais que ça va être très compliqué, en tout cas dans un cadre américain, de les forcer à revenir faire des tests. Et enfin, une insistance sur la nécessité d'encadrer légalement le marché des organes d'origine porcine et de préciser le statut légal de ces organes, en rappelant, c'est ce que faisait le CCNE en 1999, que la plupart de ces fermes pharmaceutiques et de ces laboratoires sont appuyés sur de très puissantes firmes biotechnologiques et qu'il faut évidemment encadrer ce marché par la loi. Voilà. Donc c'était simplement pour vous donner un aperçu. Vous voyez que c'est des points de vue différents sur le même problème, qu'on soit sur sécurité des patients, sécurité de la population, bien-être animal, relations aux vivants, médecine de demain ou et cadre éthique des essais thérapeutiques. Moi, je retiens surtout que l'initiative prise par le Hastings Center aux États-Unis, donc il y a un grand centre de bioéthique, de travailler avec des chercheurs et des médecins pour essayer, en même temps que la recherche médicale progresse, que la réflexion éthique progresse aussi à leur côté, me semble vraiment un exemple intéressant et un exemple à suivre. Voilà, on a fini la première partie de ce tour de table et c'est Marie-France Mamzer qui a accepté, ayant entendu, écouté et puis connaissant très bien ces sujets, non pas de faire une synthèse, mais de dire peut-être un certain nombre de choses qu'elle a entendues, retenues, qui nous paraissent importantes dans ce qu'on a discuté jusqu'à présent. Merci beaucoup, Fabrice, de cet honneur qui m'est fait. C'est pas si simple. Donc vraiment, je vais résumer ce que moi j'ai entendu comme messages principaux qui pourraient contribuer à alimenter le débat.
Évidemment, vous avez sans doute entendu des choses différentes, puisque la vie est ainsi faite que nous entendons avec nos oreilles, qui ne sont pas les oreilles de tout le monde. Donc moi, je suis médecin, je crois que c'est important, je suis médecin, néphrologue, je me suis occupée pendant très longtemps de patients dialysés et de patients transplantés. Par conséquent, mon avis n'est pas neutre, évidemment, et je ne pense pas que dans ce domaine, l'avis des humains, quel qu'il soit, puisse être neutre. Donc forcément, à des moments, on peut avoir des avis différents. C'est aussi un petit peu ce qui a sous-tendu tout ça. Du coup, moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est que premièrement, la xénogreffe, elle s'inscrit dans un courant de recherche qui a démarré il y a fort longtemps et qui est un courant de recherche très biologico-centré, qui a démarré avec, au départ, la transplantation d'un humain grâce au prélèvement du rein de sa mère, à un moment où on n'avait absolument pas les prérequis scientifiques pour garantir que ça allait fonctionner et que la chance qu'a eu la greffe et les patients qui en ont besoin aujourd'hui, c'est que sans autre intervention que la chirurgie, cette greffe a fonctionné pendant quelques jours. Et du coup, ça a donné l'espoir qu'on puisse un jour faire ça, et faire ça de façon efficace. Et surtout, ça a donné les moyens, c'est ce qu'Alexandre Loupy a rappelé, de commencer à travailler à la compréhension scientifique du mécanisme du rejet des greffes. Et moi, ayant fait partie de la même école, j'ai eu l'occasion de voir les planches d'anatomopathologie qui montraient comment, après le décès malheureusement de Marius Renard, eh bien, les chercheurs ont essayé de comprendre ce qui avait abouti au rejet de ce greffon. Et derrière, eh bien, les progrès scientifiques ont été nécessaires avant qu'on se lance dans l'aventure de la greffe comme quelque chose qui puisse rendre service à des individus, mais aussi à la santé publique. Parce que finalement, ce dont on a peu parlé ici, dans le champ non plus de la recherche, mais dans le champ du service rendu aux humains, c'est aussi le service rendu en matière de santé publique. Donc, c'était peut-être pas le lieu, mais je crois que là, il y a aussi cette petite chose qui n'a pas été abordée et qu'il faut débattre. Donc, un effort de recherche croissant qui, et ça a été déjà le cas au début des premières recherches dans le champ de la transplantation, fait finalement progresser l'ensemble du champ scientifique et nécessite pour avancer l'agrégation avec des connaissances scientifiques qui viennent d'autres milieux, d'autres mondes et qui permettent à la fin de mieux maîtriser ces phénomènes à la mesure qui est la nôtre. Et bien sûr, on ne fait pas ça que pour le progrès scientifique. On fait ça avant tout dans l'esprit de la médecine pour rendre service à des hommes et à des femmes qui attendent et dont la survie, Yvanie l'a bien montré, en dépend complètement et surtout dans la survie acceptable en dépend entièrement parce que, et c'est ça qui a été rappelé incidemment par Yvanie Caillé, la condition de la vie en dialyse est une condition de vie que personne ne souhaite pour soi-même et donc on n'a pas envie de souhaiter pour d'autres, même si c'est aujourd'hui la dialyse qui fait un peu le bridge entre la vie au débarrage de l'insuffisance rénale terminale et la vie avec la greffe qui est vraiment attendue. J'ai entendu aussi que dans ce contexte-là, et ça rejoint à la fois les besoins cliniques individuels et les besoins de santé publique, on était face à une pénurie mondiale qui ne s'estompe pas, qui ne fait que croître en reins, puisque on a fait suffisamment de progrès pour que l'espérance de vie des patients insuffisants rénaux chroniques augmente au dépens parfois de la nécessité de multiplier ou d'accumuler ou d'avoir recours à plusieurs transplantations. Et donc cette activité de xénotransplantation, elle ne vient pas de loin, elle s'ancre dans une dynamique qui est une dynamique de recherche et de service à rendre à la population en général. Et ça, j'insiste là-dessus parce que les patients qui sont insuffisants rénaux chroniques aujourd'hui sont des patients qui n'ont pas toujours, pour la plupart d'entre eux, été insuffisants rénaux chroniques. N'importe qui d'entre nous, à un moment de sa vie, se trouvait dans cette situation. Donc il ne s'agit pas d'identifier une petite partie de la population qui, de façon égoïste, voudrait lutter. Non, en fait, nous sommes dans la communauté des personnes qui sont à risque de développer une insuffisance rénale et chacun d'entre nous peut se trouver confronté à cette question.
Ce que j'ai entendu aussi, c'est l'intérêt qu'il y a, et ça je pense que c'est un intérêt qui est partagé par Alexandre, sinon il ne serait pas ici, à travailler sur l'éthique concrète. Parce que quand on est dans la bioéthique, on est plutôt dans l'éthique de l'anticipation. Dans une éthique d'anticipation qui peine à se construire sur un socle de référence commune, puisque par définition, on n'en a pas encore, et que la question est de savoir est-ce qu'on va légiférer et bloquer avant, par la peur qu'on a de voir arriver des mauvaises choses, ou bien est-ce qu'on va rester sur une attitude pragmatique, progressiste, et qui, au fil du temps, va réagir, essayer d'anticiper les risques, mais réagir aussi devant les dangers effectifs observés. Mais là, en fait, le champ de recherche qui nous manque cruellement, c'est le champ de recherche qui est débuté à la fois par l'association Renalou, mais aussi par certains chercheurs en sciences humaines et sociales, voire certaines équipes médicales mixtes. Il y en a surtout au Canada, qui est de voir comment on peut, par une recherche, qui est une recherche, toi tu as parlé de multidimensionnelle, et c'est aussi un peu le cas dans les sciences humaines, par une recherche multidimensionnelle, mieux appréhender, non pas les fantasmes que l'on a vis-à-vis de ce que les patients vont ressentir une fois qu'ils seront greffés avec un rein humain ou avec un rein porcin, mais comment, une fois en situation, et je pense qu'il y a peu de travaux finalement du type de celui que vous venez de faire sur la manière dont les personnes greffées vivent le fait d'être greffées avec le rein d'un humain, et que les travaux du CCNE au départ reposaient sur quelques petits éléments de recherche en psychologie, mais pas du tout de recherche bien documentée sur cette question. Et cette recherche-là, elle a besoin d'être augmentée aussi dans le champ de la greffe humaine aujourd'hui. C'est un des axes de recherche de Pitor, en tout cas si ça ne l'est pas encore, il faut que ça le soit, parce qu'on ne peut pas travailler que sur des spéculations, notamment quand il s'agit de représentation des effets psychologiques qu'on se fait, ou des effets, je dirais, existentiels, parce que psychologique, ça donne le travail à une seule discipline et ça semble pas bien. Et donc pareil, là, mettre en place un programme de recherche sur la xénogreffe sans prendre la peine de mettre en place un volet recherche sur la manière dont les personnes qui vont être les premières à recevoir ces organes vont percevoir leur vie avec ce greffon, me semble être boiteux, parce qu'aujourd'hui, on est dans une ambiance dans laquelle, fort heureusement, la démocratie en santé fait son entrée aussi dans le champ de la recherche. Et donc, ça veut dire doit faire son entrée dans le champ de la recherche en vie réelle, et non pas seulement dans la perspective de... Et donc, voilà, ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'il y avait des équipes de chercheurs internationales qui travaillaient à identifier les questions éthiques a priori. Ce que Fabrice Xier nous a présenté, ces 6 points de vigilance, sont vraiment la représentation même de la manière dont se construit la réflexion bioéthique aujourd'hui, non pas dans l'objectif de bloquer, parce qu'on a vu qu'il pouvait y avoir des difficultés, mais dans l'objectif de s'efforcer de mettre en avant ces points de vigilance pour qu'ils puissent être aussi des points de recherche et qui nous permettent de sortir de nos représentations fantasmatiques pour aller vers des résultats concrets. Voilà, c'est tout ce que j'ai entendu et c'est déjà pas mal. Vous avez dit beaucoup de choses. Et pardon si j'ai oublié de dire des choses qui vous semblaient primordiales. Merci beaucoup Marie-France, notamment pour ce plaidoyer pour une recherche en sciences humaines qui accompagne la recherche biomédicale. Ça me semble vraiment fondamental, effectivement. Est-ce que Florence, Ivani, Alexandre, vous voulez compléter sur un point avant de prendre des questions ? Bon, moi, je souscris complètement, Marie-France. Tu as fait la connexion avec Pitor, donc l'Institut. Le développement de Pitor, de l'Institut, s'est fait dans aussi la promesse qu'on pouvait adresser des choses, je dirais, un peu en dehors de notre zone de confort historique, de recherche très technique, immunologique. Et donc là, il y a des personnes aussi dans la salle, on s'étend maintenant sur les sciences humaines et sociales,
On a été poussé par l'université faire ça. Je pense que c'est une très bonne chose. D'abord parce que moi, j'apprends beaucoup de choses. Je pense que ça donne aussi une dimension additionnelle à notre recherche et capitale. Et quand on parle de xéno, voilà, c'est évident que ces choses-là doivent être faites. Donc il y a Mathieu Ledors qui est ici, avec lequel on travaille sur certains aspects. Et puis il y a Marie Leclinge-Piel aussi qui est là, et d'autres personnes. Donc on essaie de fédérer. Alors au-delà du PCT, hein, nous on est très ouverts. Mais c'est vrai que voilà, ce que tu as dit là est majeur et je crois que la recherche aujourd'hui ne peut plus être uniquement technique pour craquer un sujet technique, mais tout ce qu'il y a autour, en particulier sur la xéno est capital. On peut prendre une ou deux questions, si vous voulez bien, des questions plutôt factuelles, d'information, de compréhension, parce qu'on a 1 heure et demie derrière après vraiment de débat, hein, plutôt sur ces questions. Est-ce que dans la salle ou à distance, il y a des questions sur ce qu'on a entendu? Je regarde le chat en même temps. Oui, monsieur? Parlez bien fort, le micro est là, mais normalement, il vous calme. Ok. C'est une question très générale par rapport aux États-Unis. Moi, je suis un peu ce qui se passe d'un point de vue fonds monétaire vers les instituts de recherche. Est-ce que vous avez des craintes dans ce domaine-là qui prévoient la façon dont les budgets sont distribués? Est-ce que ça peut mettre en péril un certain nombre de projets? Parce que bon, pour certains domaines que je connais, c'est assez spectaculaire. Pour ne pas dire autrement. Point évidemment de vigilance et d'actualité. Tout le monde se demande à quelle sauce on va être mangé dans les prochains budgets, où il va y avoir des coups de rabot nécessaires, et le côté de la recherche scientifique, on essaie de tenir les lignes. Moi, j'ai un rôle en fait au Conseil de surveillance des investissements d'avenir France 2030, et j'essaye à mon niveau de plaidoyer pour le maintien de ces financements de la recherche de l'innovation. Vous savez qu'il y a eu un package de 54 milliards d'euros, alors pas destiné qu'à la recherche scientifique, mais il y a la décarbonation, les mobilités, etc., l'espace. Donc ça, c'est un point majeur. C'est vrai qu'aux États-Unis, en xéno, il y a même la DARPA, vous savez, les financements qui sont issus de l'armée, qui viennent financer la recherche scientifique. Et justement, pour revenir sur un point qui avait été évoqué, c'est que la recherche en transplantation en xénogreffe a des implications bien plus larges. Dans les maladies auto-immunes, inflammatoires, dans les techniques chirurgicales, dans la préservation des tissus, dans la réparation et les mécanismes de compréhension du vieillissement accéléré. Et les États-Unis mettent le paquet actuellement là-dessus, y compris dans l'administration Trump, qui choisit un peu ses batailles. Donc il y a des choses qui ont été enlevées, malheureusement. Il y a quand même des choses qui sont favorisées. La xénotransplantation en fait partie. En France et en Europe, ce qu'on essaye de faire avec le consortium que j'ai monté, c'est de faire un plaidoyer pour qu'il y ait de la recherche en xénogreffe dédiée, financée. On en a parlé avec Ivani, on a eu pas mal de réunions. Aujourd'hui, il n'y a aucun financement dédié xénogreffe en France et en Europe. Nous, nos tentatives en France se sont révélées 100% infructueuses. Avec Farisa hier, on faisait la liste de toutes les demandes de financement. On a des refus systématiques. Alors, il faut nous aussi qu'on travaille sur nos demandes de financement. Et pourquoi ces échecs? On a quelques pistes d'explication. Voilà, c'est un peu nouveau. Il y a cette dimension éthique, mais l'éthique de faire de la xénogreffe en France n'est pas complètement l'éthique de dire qu'on fait de la recherche pour se préparer à la xénogreffe. Mais pour l'instant, nous, on n'arrive pas à obtenir de financement et on travaille dur à tous les niveaux. J'espère que ça va changer. On a une oreille attentive de l'Agence d'innovation en santé. Vous savez qu'il y a une émanation, une agence interministérielle très connectée avec le ministère de la Santé, qui essaye de nous trouver des véhicules financiers sur ces thématiques risquées, à fort impact, et pour lesquels, en fait, on sort un peu des clous des demandes traditionnelles de financement. Dernière question, oui. Factuelle? Je ne sais pas si ça appartient au débat, pas aux questions factuelles, mais on a beaucoup parlé de culpabilité et on a moins parlé de gratitude, mais tout ce que vous avez présenté, enfin la culpabilité, moi ça me fait penser plus à des modèles judéo-chrétiens traditionnels, en tout cas philosophiquement. Et on a en même temps entendu que la Chine est en train de développer cette approche que vous avez mis en présentation. La question peut-être factuelle déjà, ce serait est-ce que vous avez entendu parler d'autres modèles éthiques qui se développent en dehors des États-Unis et de l'Europe ou pas? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on pourrait en apprendre? On pourrait faire un long développement là-dessus, mais en tout cas, oui, c'est que l'éthique mainstream, on va dire, s'inscrit dans un cadre
culturel de pensée qui est plutôt européen, occidental, nord-américain. Et que on est de plus en plus attentif, notamment via les études culturelles et qui prennent en compte les différences culturelles, à d'autres façons de penser le vivant, les sociétés, les individus, notre rapport à la nature. Et il n'y a pas forcément besoin d'aller en Chine, hein. Au Japon, par exemple, le rapport au corps mort et au corps est très très différent et fait que les politiques de prélèvement d'organes sont très différentes aussi des nôtres, hein. Donc effectivement, vous avez raison. Alors j'ajoute ce codicile à ce que je vous ai dit. Effectivement, je vous ai présenté une revue de la littérature en bioéthique mainstream et qui paraît dans les grandes revues. Effectivement, on n'a pas trop, moi j'ai pas connaissance de travaux menés en éthique sur la xénogreffe et ses enjeux du point de vue d'une autre ère culturelle qui verrait ces choses, et notamment notre rapport au vivant et des rapports des individus dans une société entre eux de manière différente. Mais on prend le point, effectivement. En tout cas, s'agissant de la Chine, l'attitude qui est adoptée par la Chine sur ces questions-là, c'est d'être très discrète sur toute considération éthique, et au moment où ils diffusent le résultat, de se référer au cadre occidental d'origine mainstream, comme dit mon collègue. C'est-à-dire que je ne suis pas certaine qu'il y ait je suis pas certaine qu'il y ait de vraies interférences entre leurs pratiques de recherche et la réflexivité sur des questions qui seraient de l'ordre de l'éthique, quel que soit le point de vue culturel selon lequel on se place. Et en tout cas, juste un élément, c'est que pour avoir discuté avec des collègues japonais et sud-coréens, vous savez, le problème du don issu de personnes décédées qui est problématique pour des raisons culturelles, donc voilà, ça participe à la pénurie d'organes dans ces pays. Ils voient du coup la xénogreffe, eux, comme quelque chose qui pourrait adresser ce point, qu'ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas réussi à monter des programmes de donneurs décédés. Et pour revenir sur l'Europe, moi, il y a un pays... Ivani est très au fait de ça, puisqu'on a l'Ogreffe, c'est cité en exemple, mais l'Espagne est actuellement en train de bouleverser les lignes et d'accélérer très très fort, pays de tradition judéo-chrétienne, sur la xénogreffe, dans un but réellement d'augmenter l'efficience du système de santé et de pouvoir offrir une alternative à des patients qui n'en ont pas pour l'instant. Donc en Europe, il y a un pays qui pousse, et l'Espagne sait être pragmatique, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas d'aller faire leur ferme, de commencer, voilà, et de réfléchir. Non, ils veulent utiliser les ressources existantes, se mettre en ordre de bataille sur le plan éthique et réglementaire et accélérer là-dessus. Et nous, en France, qui travaillons beaucoup sur le sujet, on est très en avance sur toute la partie immuno-infectieux par cette collaboration américaine. Il y a quand même un pays derrière qui avance très fort. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, mais il faut aussi, nous en France, puisqu'on parle de souveraineté, de savoir qu'on a des forces en présence française et qu'il faut qu'on puisse nous aussi accélérer sur ce sujet. Bien, je pense qu'on peut remercier et applaudir nos 4 intervenants. Donc, dans un quart d'heure de pause, on va reprendre à 10h50 pour le débat, pour la deuxième partie de cette rencontre. Merci encore. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. On vous remercie très chaleureusement. Ce qui va se passer dans la suite, c'est que nous allons faire une synthèse de ce débat qui sera transmise comme la synthèse de la trentaine d'autres réunions publiques qu'on a organisées depuis mi-février jusqu'à fin avril. Ces synthèses, elles sont adressées par tous les espaces éthiques régionaux au Comité national d'éthique qui fait la synthèse de ces états généraux, et vous pouvez être sûr et certain qu'il y aura un chapitre sur la xénogreffe dans le rapport du CCNE sur ces états généraux. Prochaine rencontre sur le don d'organes, demain soir à l'espace éthique, 18h15, 20h30. Peut-on refuser de recevoir une greffe, ou peut-on recevoir de proposer une greffe ou d'inscrire en liste? Et mardi 21 avril à Sciences Po, avec la chaire santé de Sciences Po, 19h15, 21h15, don d'organes, la gratuité à tout prix, point d'interrogation. Vous trouvez aussi en sortant 2 documents. Le premier, c'est notre programmation. Il y a d'autres événements, rencontres prévues jusqu'au 30
avril. N'hésitez pas à prendre aussi, pour ceux qui étaient là physiquement, si vous ne l'avez pas encore en sortant, le dossier documentaire préparé par Milena Mabiou, ici présente, et Inès Poyer, sur la question spécifique du don et de la transplantation d'organes. Il y a une partie spécifiquement dédiée à la xénogreffe, mais il y a toutes les questions relativement au don d'organes. Il me reste à remercier très chaleureusement nos intervenants et intervenantes de ce matin. Alexandre Loupi et toute son équipe pour leur accueil dans ces lieux. On était heureux de pouvoir faire ce débat chez vous. Ça change complètement, je trouve, la perspective d'être dans un lieu de recherche ou avec des interlocuteurs qui ont connaissance des avancées dans le monde les plus récentes là-dessus. Donc c'est très, très nourrissant pour nous. Et puis on espère qu'on pourra poursuivre cette conversation, ces échanges, cette réflexion qu'on a initiée. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis en ligne. À vous tous, bonne fin de journée. À bientôt. Merci.